Ici, la nature offre le décor, mais ce sont bien les hommes qui ont écrit l'histoire qui va avec. Du village de Conques, trésor roman, perdu au milieu de nulle part, au canyon de Bozoul, curiosité géologique, en passant par les granges médiévales des Bourrines, sauvées des ruines, ou le marché aux bestiaux de l'Essac, vous allez découvrir des paysages, des villages et des hommes qui ont un point commun, une forte personnalité, cap sur le Rouergue, un pays de caractère. Le Rouergue est une ancienne province du midi de la France. À peu de choses près, elle correspond à l'actuel département de l'Aveyron. Nous commençons nos escapades par la partie la plus au nord, la plus escarpée, la plus sauvage. Un petit bout du monde isolé, austère. C'est pourtant ici que l'on trouve l'une des cités médiévales les plus splendides de France, Conques. Dès le Xe siècle, Conques fut un pôle d'attraction pour les habitants de la région, mais aussi pour les pèlerins. Ville chrétienne, ville-étape, ville prospère. Économiquement, ça va changer beaucoup de choses pour Conques d'être une ville de pèlerinage. Ah oui, de toute façon, il y a tout le commerce que génère évidemment des activités ecclésiastiques, donc la vente de cierges, les auberges et aussi les habitants de Conques qui eux-mêmes vont finalement loger contre évidemment rémunération des pèlerins de passage. Il y a évidemment toute la structure aussi pour nourrir ces gens. Il y a aussi les artisans tout à fait exceptionnels qui vont être attirés par Conques. Donc Conques devient un vrai centre culturel. Conques, maintenant qu'on voit si petite finalement avec quelques centaines d'habitants, va au plus grand de son expansion compter plusieurs milliers d'habitants. Conques est bien sûr une étape sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, mais c'est surtout un lieu de pèlerinage en soi, où l'on venait vénérer des reliques réputées pour accomplir des miracles. Pour remonter à l'origine de la prospérité de la cité, Marie nous emmène dans l'ancien réfectoire des moines, à côté du cloître. Derrière une immense porte coffre-fort, des vitrines sous alarme, surveillées en permanence. Voici le trésor de Conques, une concentration d'orfèvrerie médiévale parmi les plus importantes au monde, composée principalement de reliquaires. Celui-ci, le A de Charlemagne, est supposé contenir les reliques de la vraie croix. Parfois, la forme épouse le contenu, comme avec ce bras en or qui abriterait les os du poignet de Saint-Georges. Ce coffre précieux, la châsse de Pépin, réalisé autour de l'an 1000, contiendrait plusieurs reliques, dont le cordon ombilical du Christ. Voici la pièce maîtresse du trésor de Conques, donc la statue reliquaire de Sainte-Foy, qui, comme le nom l'indique, contient les reliques de la Sainte. Ce qui compose le reliquaire d'origine, si on veut, c'est simplement la tête. Donc c'est un chef reliquaire dans lequel on a placé le crâne de Sainte-Foy et quelques vertèbres cervicales. À l'intérieur de cette statue, on peut voir, du moins collé à cette statue, énormément de camées, d'intailles, de gemmes, de jeux de filigrane d'or. Donc elle est extraordinairement composée d'objets disparates. Et des détails à voir qu'il faut aller chercher parfois même derrière. Absolument. Il s'agit d'une intaille carolingienne, une crucifixion absolument de toute beauté qu'effectivement on peut regarder en étant très attentif parce que c'est extrêmement petit. C'est à l'intérieur d'un cristal de roche en fait, hein, cette scène. Oui, c'est ça, absolument. Donc pour les Conquois et pour les pèlerins, c'était évidemment honorer non pas la statue, c'est-à-dire finalement une idole, mais honorer l'intérieur de cette statue, à savoir le crâne et les ossements de Sainte-Foy. Pour abriter ces reliques, il fallait un écrin à la mesure de leur importance. Le voici, l'abbatiale Sainte-Foy, construite au XIe siècle par les plus grands maîtres de l'art roman. L'édifice, aussi bien dans sa structure que dans ses décors, n'est que symbole, image, destiné à agir sur le visiteur.
Pour les pèlerins du Moyen-Âge qui arrivaient, après avoir traversé l'Aubrac, ces dangers, le froid, arriver sur cette abbatiale devait apparaître comme un moment presque de grâce. Cet édifice, comme tout le village, il a dû composer aussi avec son environnement. Absolument. On a ce terre-plein sur lequel on a construit finalement une abbatiale qui est assez ramassée. Donc c'est vrai qu'on a dû certainement préparer le sol, mais en même temps, la forme de l'édifice a joué avec cette structure. Donc on a finalement un édifice qui ne sera pas si long que ça, puisqu'il fait 56 mètres, ce qui n'est pas très très long. Un transept beaucoup plus large par contre, et finalement toute une masse qui se trouve vers l'est. Comme toutes les églises, Sainte-Foy est orientée au sens propre du terme. Le chœur est à l'orient, à l'est, au soleil levant. L'entrée à l'opposé, au soleil couchant. L'objectif est bien d'amener le visiteur à changer d'état, à cheminer sur un parcours initiatique qui commence ici, sur le parvis, devant ce chef-d'œuvre de la sculpture romane. Ce tympan, réalisé au XIIe siècle, représente le jugement dernier. Au centre, le Christ, juste en dessous la résurrection des morts, puis la pesée des âmes. Les bons chrétiens vont au paradis où règne l'harmonie, la lumière, tout l'opposé de l'enfer où chaos, supplice attendent les pécheurs. Je me trompe, Marie, où il y a un petit démon qui essaye de tricher à la pesée des âmes? Oui, d'ailleurs, sa manigance, son petit jeu ne fonctionne pas puisqu'on voit bien que finalement le plateau de la balance qui se trouve devant Saint-Michel est resté finalement le plus lourd. Alors qu'il met le doigt pour le faire pencher de son côté. Absolument, et finalement la tentative ne marche pas. Une bonne âme est une bonne âme, quoi qu'on fasse. Dans cette partie de l'enfer, on a l'impression que les sculpteurs s'en sont donnés à cœur joie. Ah oui, on a l'impression qu'ils étaient un petit peu plus limités, qu'ils avaient des règles un petit peu rigides à suivre sur la partie gauche, où les visages sont assez précis, assez clairs. Et là, on a l'impression qu'ils se sont amusés. Ils ont mélangé des formes. Ils ont mis des oreilles de lapin à un personnage. Ils se sont amusés à mélanger des formes différentes, à créer une espèce de Satan étonnant avec une couronne de cheveux hirsutes. On voit évidemment l'orgueilleux qui est jeté au bas de son cheval, on voit le couple adultère, mais on peut voir des choses beaucoup plus étonnantes peut-être. C'est finalement comment une démone décide de décharner un individu et la peau est tirée pour être donnée à un démon qui au-dessus d'elle la mange. Donc on a vraiment tout un jeu dans la représentation des supplices, les langues coupées, tirées pour être découpées, etc. Donc c'est vrai que là, ils se sont bien amusés. L'œil est attiré vraiment par ce tympan, mais les sculpteurs, ils sont un petit peu amusés à envoyer des clins d'œil, des choses un peu plus dissimulées. Au-dessus de ce tympan extrêmement visible, nous avons une voussure dans laquelle est caché et représenté donc, ce qu'on appelle les petits curieux. Ah oui, donc, nous en... tout autour. Hein. Voilà. Donc au-dessus du Christ, nous en avons un qui a les bras ouverts, puis un visage beaucoup plus régulier, peut-être beaucoup plus beau suivant nos critères actuels, que les petits curieux qui finalement, avec leur raie au milieu, leur petit nez qui repose sur le bandeau et leurs mains au-dessus, en dessous, semblent un petit peu plus grotesques. Dès qu'il pénètre à l'intérieur, le visiteur est aspiré, inspiré, marqué à jamais. Pierre Soulages, grand peintre du rythme et de la lumière né à Rodez, n'a jamais oublié l'émotion ressentie ici lorsque gamin il découvrit le lieu lors d'une visite scolaire. Comme un écho contemporain aux images romanes, il a créé en 1994 la centaine de vitraux que l'on peut aujourd'hui admirer. Faire cohabiter l'art contemporain et l'art roman, c'était un sacré défi quand même. Il est certain qu'on peut être étonné de voir finalement des vitraux aussi abstraits dans un édifice roman, puisque de toute façon l'abbatiale est romane. Donc c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à avoir davantage de figures, de choses comme ça. Donc c'est pas du tout l'option qu'a choisi Soulages. Donc mon premier projet, ça a été rendre l'espace à la lumière. Et ce qu'il voulait aussi, c'était une lumière diffuse, donc une lumière qui occupe tout l'espace. À Conques, la chose est un peu étonnante. Les vitraux sont blancs. Le verre est un peu particulier, donc Soulages a utilisé deux états du verre. Donc le verre qu'on connaît, le verre transparent, qu'il a cassé en petits morceaux. Et ensuite, il a fait une nouvelle cuisson, mais qui permettait une sorte de cristallisation, d'opacification du verre. Et le verre est blanc. Et étrangement, les vitraux changent constamment de couleur en fonction de l'éclairage extérieur. Un nuage passe, la lumière va baisser à l'intérieur de l'abbatiale et les vitraux vont changer de couleur. Pour les croyants et pour les gens qui ne croient pas, c'est une invitation à se poser, à être attentif, à regarder autour de soi et puis à admirer.
L'Aveyron tire aujourd'hui encore une bonne partie de sa richesse de l'agriculture et de l'élevage. On le doit aux nombreuses abbayes qui, au Moyen-Âge, maillaient le territoire. Car ce sont bien les moines qui, en posant les fondations d'une organisation agricole efficace, ont mis en valeur cette terre. Nous voici sur le site des Bourrines, au cœur d'un immense domaine de 780 hectares d'un seul tenant, devant un imposant ensemble fortifié. Le site est tellement impressionnant, Didier, que lorsqu'on arrive ici, on se dit on est devant une forteresse. Eh bien non, c'est pas une forteresse, c'est une des granges monastiques de la Domerie d'Aubrac. Et alors tu vois un peu ce donjon, qu'on appelle donjon, mais qui est en fait un grenier à grains. Hein, il est immense au milieu, et en fait c'est lui qui est défendu. C'était le coffre-fort de la Domerie d'Aubrac. Ça veut dire quand il y avait une période trouble à Aubrac, eh bien ils réfugiaient leur or, leur nourriture. Les personnes, ils réfugiaient tout le monde là, à l'intérieur. Hein. Dans le donjon, c'est pas le seigneur, on met la production agricole. Quoi. Et voilà. Et on y réfugiait effectivement aussi les moines, puisque c'était un prince, mais un prince de l'église. Hein, la Domerie d'Aubrac, ce sont des moines. À quand remonte la fondation et quelle est l'importance du domaine? Alors ici, c'est le XIIe siècle, donc 12-13e siècle, où le donjon, le grenier à grains, la grange monastique a été érigée ici. Et ensuite, 14-15e, là, on définit les corps de logis tout autour qui vont faire que maintenant, ça ressemble à ce que toi, tu m'as dit, un château fort. Le domaine ne va cesser de se développer au point de devenir au XVIIIe siècle l'un des plus importants de France. L'immense porcherie est une belle illustration de cette réussite. Il y a 100 ans, elle servait d'ailleurs de modèle dans les traités d'architecture rurale. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui se passe là, Didier? Mais tu vois, aujourd'hui, donc, c'est le retour de Loge dans sa loge primitive. Donc c'est un moment symboliquement fort, puisque ça marque la fin des travaux de la restauration de cet ensemble, de ces porcheries. Tu dis fin de restauration, c'est-à-dire que ce bâtiment, il était dans quel état avant? Ah ben justement, je vais te montrer, voilà. Donc tu vois, c'était dans cet état. Donc en 1997 et nous en 2009, on commence à la restauration de ces porcheries. Donc là, ça fait 6 ans. Et on vient de finir la restauration de cet ensemble hein, qui, au-delà de la fonction, puisque c'était un lieu agricole hein, pour y travailler, mais regarde l'esthétisme de cet ensemble, hein, avec des toits décrochés, les assouplissements des toits, donc on appelle ça des coyots, hein, cet ensemble de loges sur ce terrain à forte pente qui fait que c'est presque un amphithéâtre naturel. C'est un patrimoine rural exceptionnel en fait en France. Hein. Alors maintenant, on est presque sûr qu'elles sont uniques. Elles sont uniques, elles seraient uniques en France, donc se définies sous cette forme, donc ordonnancées autour de cette cour-parvis en U, hein, avec cet esthétisme, je me répète, hein, mais c'est juste... Alors que c'était pas le but, c'est utilitaire, non, mais... ce n'est qu'utilitaire. Mais en même temps, c'est beau. Et en même temps, c'est tellement beau. Mais ça travaille de partout, Christine. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ça se salit tout le temps, on a toujours du nettoyage à faire. Et comme c'est un lieu de visite, ici, on souhaite que ce soit toujours impeccable. Et là-bas? Et alors là-bas, c'est le mur du trapèze, que nous appelons le mur du trapèze de la gestion des eaux d'écoulement des Bourrines. C'est un nom très long, très compliqué, mais qui explique bien ce qu'est la gestion de l'eau ici. C'est quelque chose de fabuleux. Qui a été initié par les moines au départ et ensuite, au fil du temps, qui a été toujours conservé et qui fonctionne aujourd'hui encore. Au total, vous êtes combien de bénévoles dans l'association? Alors au total, nous sommes une 60aine de bénévoles, été comme hiver. L'idée, c'est un peu plus que protéger et sauvegarder du patrimoine. L'idée, c'est un peu plus. On a au départ, bien sûr, la sauvegarde du patrimoine, mais au fil du temps, il s'est créé entre nous tous un esprit, je dirais, presque de famille. Au départ, c'est le patrimoine, mais après, c'est une autre dimension. C'est la dimension humaine, c'est l'aventure humaine. Voilà. Tu as les yeux qui brillent quand tu parles de tout ça, ouais, le sourire, ouais. Ça rend heureux apparemment. Ça rend heureux. Et ici, en plus, c'est un lieu choisi par des moines, donc il y a une dimension aussi un peu spirituelle et un côté apaisant. On est bien ici. Dans les images
D'Épinal liés aux Aveyronnais, on dit parfois ils sont un peu pingres, près de leur sous. Aprogains. Aprogains. Mais dis donc, généreux sur le reste quand même. Généreux. Quand ils donnent leur amitié, c'est sans faille. Après, ce sont des gens qui sont habitués à travailler dur. Et c'est pour ça qu'ils sont aprogains. Parce que c'est dur à gagner. Et donc, on fait attention quand on le dépense. Et quand il faut partager son quand il faut cœur... partager son cœur, son pain, son saucisson, eh bien, c'est ça. C'est ça, la convivialité aveyronnaise. Tous les mardis, depuis bientôt 40 ans, dans la commune de Lessac, à 2 km des Bourrines, le même scénario se répète. Dès 6 h du matin, les camions viennent débarquer des centaines de bêtes sur le foirail. Les premières foires de Lessac, privilège royal, remontent au XVe siècle. Bien sûr, l'ambiance a changé, mais le principe est le même. L'un vend, l'autre achète. Avec plus de 100 000 têtes vendues, le marché de Lessac est le 2e de France. Monsieur Reynaud, Monsieur Faure, s'il vous plaît, derrière le rideau. Pourquoi il y a un rideau qui sépare les deux parties du foirail? Alors, ce rideau est en place depuis déjà 7 ou 8 ans, voire 10 ans. J'étais encore maire de Lessac à l'époque et on s'était aperçu que quand les transactions s'effectuaient à la boucherie, les commerçants qui n'achètent que de l'élevage pouvaient circuler dans le couloir central et repérer les bêtes de l'élevage pour pouvoir acheter les bêtes avant l'heure. C'est ce qui d'ailleurs fait la force de ce marché, c'est la discipline. Et c'est vous qui devez la faire respecter. C'est moi qui la fais respecter. Le type là dehors. Le type là-bas dehors. Ce marché a ses codes, ses règles, impossible à saisir pour le non-initié. Qu'on ne s'y trompe pas, derrière les blouses noires et les cannes, se cachent de redoutables négociateurs. Ouverture des rideaux pour les transactions à l'élevage, s'il vous plaît. Les transactions sont ouvertes à l'élevage. C'est un privilège que de pouvoir accéder aux allées du marché pour tendre une oreille indiscrète. Antoine, un ancien acheteur, sait bien qu'à l'ouverture, tout se joue en quelques minutes, parfois quelques secondes. C'est quand même un marché, si tu connais pas les règles, t'es perdu ici. Ah oui, ça va. Pour vous, c'est pas facile, sûr. Ça va très vite. Vous arrivez derrière une bête, le gars, il sait combien qu'elle pèse. Il sait. Tu lâches un trader de Wall Street ici, il est perdu. Ah oui, il est perdu. Alors, c'est un milieu de professionnels. Les acheteurs sont des professionnels, c'est leur métier. Donc, ils ont leur métier jusqu'au bout des doigts. Il y a énormément d'argent en jeu, ça va vite. Et selon que vous faites l'affaire, ou ça gagne ou ça perd. Ça ne peut pas perdre éternellement. Et là, je vois des poignées de main un petit peu partout. Qu'est-ce que ça signifie? D'une part, c'est le respect. Puis, quand on a à vendre, on est beaucoup plus respectueux. Celle-là, là. Je veux le vendre 10 à la fraise, je peux le vendre. 18, tu peux pas? Non, je peux pas. 20 centimes de mieux. Non plus. Je te le vends. Viens ici, je te le vends pour 10 euros. Allez, fais le ticket. Fais le ticket, Méro. Regarde quand même. Il vaut mieux de blesser comme mort, un petit mètre. Hein. Non, mais c'est la blonde, je vais te dire, elle voit mieux. Allez. Eh bien, la blonde, j'ai mis bidon. Mais non, l'autre deux, on en voulait 84, on te l'a laissé pour 8000. Mais on s'en et toi? Mais ça fait rien, 8000, c'est pas les gros prix. Bien souvent ici, on négocie encore en anciens francs. Ça laisse une marge de manœuvre plus importante aux discussions. Ça négocie dur, hein? Ouais. Ah oui, mais... Derrière tout ce marché des bestiaux, en fait, c'est quand même une histoire d'hommes qui se retrouvent. Ah oui, c'est une histoire d'hommes qui se connaissent bien. Tout le monde se connaît parfaitement bien. On connaît les gens là mieux que leurs voisins. Pourquoi? Parce que quand vous touchez à l'argent des gens, vous les connaissez. Il faut toucher à l'argent des gens pour les connaître. Ça, c'est un Aveyronnais qui dit ça. Non, hein, c'est un ça. Cantalou, là. Un Cantalou. C'est un peu pareil entre les Cantalous et les Aveyronnais. Nous partons maintenant vers les vastes étendues du Causse-Comtal. Ce plateau, d'une altitude moyenne de 500 mètres, semble sans fin. Mais la nature s'est ici réservé des surprises.
Il faut prendre de la hauteur pour mesurer la singularité du lieu qui nous attend. Un endroit hors norme, le trou de Bozoul. La vision du ciel est juste incroyable. Comment la nature a-t-elle pu dessiner un tel canyon? En fait, c'est le Dourdou. C'est ce modeste ruisseau qu'on a sous nos pieds qui millénaire après millénaire, siècle après siècle, a creusé, a raboté, a arraché de la terre et a creusé donc ce canyon. Ce qui est incroyable, c'est que des canyons, on a l'habitude d'en voir, mais des canyons de cette forme, c'est assez rare quand même. Et oui, tout simplement, le Dourdou, à un moment, dans sa descente, dans sa frénésie de creusement, ça a rencontré un obstacle et du coup a fait un méandre, a pris un virage. Et ce virage, il l'a entretenu et régulièrement, il continue à l'entretenir en érodant. Et maintenant, il fait une espèce de magnifique fer à cheval et qui fait en forme un promontoire complètement inaccessible, qui était jadis une place forte de Bozoul, puisque c'était là où il y avait le château, donc c'était le quartier, la place défensive en fait, du village. C'est l'histoire d'une rencontre géologique aussi avec ce sol des Causses. Oui, la roche calcaire est une roche qui est sensible à l'élimination des matériaux par l'eau, à une dissolution. Donc ça aurait été un territoire schisteux ou granitique, on n'aurait pas du tout eu ces mêmes falaises-là parce que la roche est beaucoup plus dure et beaucoup plus difficile à raboter, alors que là, en milieu calcaire, on arrive à cet aspect de canyon avec ces falaises de plus de 100 mètres de haut par endroit. Tu l'avais déjà vu, toi, ce trou d'aussi haut? Je l'avais jamais vu d'aussi haut, je suis un peu comme un enfant. C'est baptême de l'air. Oui, c'est baptême de l'air complet, et puis alors en plus c'est grandiose, je cherche mes mots, c'est tellement que c'est beau. La configuration du site, naturellement protégé, en a fait un lieu idéal pour les hommes. Le quartier dit du Château, où les comtes de Rodez avaient élevé leur résidence secondaire, occupe tous les ponts rocheux. Dans sa partie la plus étroite, il fait seulement 30 mètres de large. À l'extrémité, l'église Sainte-Fauste, construite au XIIe siècle sur le modèle de l'abbatiale de Conques. Nicolas est un enfant de Bozoul et il connaît tous les coins et recoins, même les plus inaccessibles. Sa vocation de naturaliste est née ici quand gamin, il explorait ce canyon. On a du mal à réaliser qu'un si petit cours d'eau ait pu creuser ce si grand canyon. Alors j'imagine qu'à l'époque où il a creusé le canyon, il va être beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant que ça. Mais voilà, il ne faut pas se méprendre. Là, aujourd'hui, il se présente sous les traits d'un petit ruisseau sympathique, mais il peut vraiment monter en débit, en gabarit très, très rapidement. Pour avoir une telle puissance, il arrive d'où et il passe par où? Alors, il prend sa source exactement au niveau de la Soute et il va descendre jusqu'à Conques. Cette cascade, elle permet de comprendre un petit peu justement le travail de l'eau dans cette roche calcaire du Corse. Exactement, on voit bien qu'il a décapé par plaques, on voit bien que des plaques de calcaire sont parties, puisque ça fait des marches escaliers qui nous ont permis de grimper jusque-là d'ailleurs. Et si on regarde la falaise, on voit bien cette stratification du calcaire qui fait que entre l'alternance de calcaire plus tendre, de calcaire plus friable et de plus dur, il y a des parties qui partent, et si c'est une partie du dessous qui s'en va, ça fait suivre les parties du dessus. Il y a toujours quelques cailloux qui tombent de la falaise. Il faut surveiller, il faut faire attention. Alors au-dessus, il y a le quartier du château, et là, il y a quand même des hommes qui sont venus s'installer. En haut, on se protège, ici, on travaille. Oui, c'est ça. Dans les périodes où les temps étaient incertains et la sécurité difficile, au XVIe siècle, ou pendant les périodes de guerre de religion, être sur un promontoire où on a juste à se préoccuper d'une entrée principale, en termes défensifs, c'est extraordinaire. Alors. On a fait quoi? 300, 400 mètres et ça y est, on est dans un autre monde. Oui, complètement. Et puis, une fois passées les premières maisons qui surplombent la falaise, on se retrouve dans ce cadre complètement isolé, avec d'un côté de la forêt, de l'autre côté des pelouses sèches, au milieu le Dourdou. Et là, il n'y a plus rien. En tant que naturaliste, tu as fait l'expertise environnementale de ce canyon. C'est quoi? C'est intéressant, c'est riche? Oui, c'est grandiose. Parce qu'en fait, justement, on a cette coexistence de milieux totalement différents. Donc ça crée une mosaïque d'habitats. Et à chacun de ces habitats, ça appelle une flore et une faune adaptées, diversifiées. Donc du coup, la coexistence dans un périmètre aussi étroit
de milieux aussi différents, favorise une biodiversité tout à fait explosive. On parle facilement de la biodiversité à l'autre bout de la planète, alors qu'on a des choses extraordinaires et des animaux qui ont une richesse. Et par contre, il faut se donner les moyens pour les voir. Ça se mérite, ça se gagne. Impossible de résumer en quelques mots l'identité du Rouergue, faite d'un passé, d'une histoire partagée, d'un certain art de vivre, mais aussi de codes dont il faut les clés. Reste que l'on ressort de ce voyage en Aveyron définitivement convaincu que les hommes ont fini par ressembler aux paysages dans lesquels ils vivent. Et avouez-le, il est difficile de ne pas être charmé par leur forte personnalité.